On dirait qu'il lui arrive quelque chose de grave. Je l'entendais crier. Non, arrête. J'ai entendu des coups de feu. Lâchez ce que vous avez dans la main! Je n'ai pas tué ma femme. On sait ce qui s'est passé. On le voit sur les images. Les caméras ne mentent pas. Dans cet épisode de La preuve par l'image, en Californie, un jeune homme disparaît sous la garde de son père. Cette scène est très triste, parce que c'était la dernière fois qu'elle le verrait. Tandis qu'au Royaume-Uni, Va te faire voir, espèce de garce. C'est elle qui a commencé, c'est n'importe quoi. une caméra de surveillance privée filme l'instant qui va précéder un terrible meurtre. On voit un individu accroupi. On voit une forme linéaire. Ça pourrait être une arme. L'un des voisins a entendu des cris. Il a entendu un homme crier « Meurs, meurs ». Los Angeles, Californie. C'est ici que vit Aramas Dandressian Jr., un petit garçon de 5 ans, affectueusement surnommé Piki. Il est le fils d'Aramas Dandressian Sr. et d'Anna Estevez. Anna a toujours voulu avoir un enfant. Elle a dû suivre des traitements médicaux pour en concevoir un, et Piki était la prunelle de ses yeux. Il était tout pour elle. C'était son seul enfant. Elle a eu du mal à tomber enceinte. Et c'était son bébé. Selon Anna, il adorait la cuisine, et plus particulièrement la pâtisserie. C'était un enfant heureux. Il a eu une belle enfance. Il adorait apprendre, et Anna était directrice d'une école primaire. L'éducation prenait une grande place dans sa vie, et elle voulait transmettre ça à Piki. Après 8 ans de mariage, la relation entre Aramas et Anna se dégrade, et Anna demande le divorce. Louis Aguilera est enquêteur à la brigade criminelle du bureau du shérif du comté de Los Angeles. On a appris que le divorce ne se passait pas très bien. Les deux parties n'arrêtaient pas de s'accuser de tout un tas de choses. C'était une vraie campagne de diffamation de part et d'autre. Les parents de Piki s'engagent dans une lutte acharnée pour obtenir la garde de l'enfant. Anna s'inquiète de la façon dont Aramas Senior traite Piki. Elle le trouve agressif et dit qu'il crie au visage de leur fils. Malgré ces accusations, le tribunal ordonne la garde partagée et accorde à chacun des parents 7 jours consécutifs avec leur enfant, à condition qu'ils se confient Piki en terrain neutre. Le premier jugement autorisait le père de Piki à prendre son fils pendant une semaine entière. Anna a donc déposé Piki au poste de police et s'est assurée que son père l'avait bien récupéré. Aramas Senior prévoit d'emmener Piki à Disneyland. Cette vidéo nous a été envoyée par Anna. Elle l'a filmée avec son téléphone portable, qu'elle avait installé sur son tableau de bord pour prouver l'échange de garde. Anna est tellement préoccupée par le comportement du père de Piki qu'elle décide de filmer tous les échanges de garde. Ce qui nous paraît étrange, c'est qu'au moment où Anna serre Piki dans ses bras pour lui dire au revoir, Aramazd fait les 100 pas en arrière-plan. Il a l'air agité, nerveux, et il a un comportement bizarre. On voit toute l'affection qu'Anna et son fils se portent, puis on le voit lui. À ce moment-là, Piki chuchote quelque chose à l'oreille de sa mère et lui fait un bisou. On le voit lui caresser les cheveux. Il lui chuchote « Je veux rester avec toi ». Piki a un langage corporel complètement différent avec son père. Son corps et ses jambes sont cambrés vers l'arrière. 7 jours plus tard, le 22 avril 2017, Aramas Senior et Piki ne se présentent pas au point de rendez-vous prévu à San Marino.
Anna est à San Marino et attend qu'Aramazd lui ramène Picky. À 10 h du matin, elle finit par contacter la police de San Marino en leur disant « Mon ex-mari aurait dû ramener mon fils ici il y a quelques heures, mais il ne répond pas aux appels. Il ne répond pas aux messages. Il a plusieurs heures de retard et il enfreint l'ordonnance du juge. Voici sa plaque d'immatriculation. » Ils ont alors fait des recherches et ont constaté que sa voiture avait été récupérée par la police de South Pasadena plus tôt ce matin-là. Craig Humm est à la tête de la brigade des crimes majeurs du bureau du procureur du comté de Los Angeles. L'affaire Picky-Andressian est arrivée sur mon bureau quelques jours après la disparition de Picky. On a donc pris part à l'enquête dès le début. Le père de Picky, Aramazd Senior, est retrouvé dans la matinée du samedi 22 avril. Il est allongé au sol, inconscient, dans le parc d'Arroyo Seco. Quand son père a été retrouvé, il était confus. Il disait ne pas savoir ce qui était arrivé à Picky. Une joggeuse l'a vu à 6 h 30 du matin et a appelé la police. Quand la police de South Pasadena est arrivée ce matin-là, il était inconscient. C'est la voiture d'Aramazd. Il était à une dizaine de mètres derrière le véhicule, sur un sentier équestre. Les secours l'ont transporté à l'hôpital sans savoir qu'un enfant avait disparu. À l'hôpital, il a été plus longuement interrogé et il a dit « Je crois que j'ai été agressé. Je suis en instance de divorce et je pense que mon ex-femme a peut-être quelque chose à voir avec tout ça. » C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a absolument pas mentionné son fils. Donc, la police de Pasadena a récupéré sa voiture et l'a laissée à l'hôpital sans se douter de quoi que ce soit. Aramazd a dit qu'il ne savait pas ce qui était arrivé à Picky et la police s'est dit qu'il s'agissait peut-être d'un enlèvement ou que Picky s'était simplement enfui pendant que son père était inconscient. Donc au départ, l'affaire a été traitée comme une affaire de disparition. Quand une personne disparaît, la première chose à faire est de contacter ses proches pour connaître la dynamique familiale. On a enquêté sur le père. Il n'avait jamais été arrêté. Il était titulaire d'une licence obtenue dans une université locale. Il n'avait même jamais été verbalisé pour infraction au code de la route. Son casier était vierge. Je n'ai rien trouvé sur lui. Tout laissait penser que l'enfant avait disparu. La plupart des disparitions d'enfants sont résolues très rapidement. Et en général, les enfants qui fuguent reviennent d'eux-mêmes ou sont retrouvés. C'est souvent une situation anodine qui inquiète très vite les gens, ce qui est compréhensible, et que la police prend très au sérieux. Mais dans ce cas précis, la mère ne faisait pas confiance au père et s'inquiétait beaucoup de ce qu'il avait pu faire à l'enfant. Picky était en garde chez son père. Comme il avait la garde de l'enfant et qu'il ne savait pas où il se trouvait, la police de South Pasadena l'a arrêté pour mise en danger de l'enfant. Il avait consommé de la drogue, des opioïdes, et il a également été arrêté pour ça. Après avoir arrêté le père de Picky, la police l'interroge. Notre objectif principal est de retrouver votre fils. Si vous pouviez nous donner des informations, ça nous aiderait beaucoup. Ouais. Il s'en tient à sa version. Il dit qu'on l'a agressé, qu'il vit un divorce très difficile avec son ex-femme et qu'elle est peut-être impliquée dans tout ça. J'ai toujours voulu la garde partagée. Mais dès le départ, Anna a demandé la garde exclusive. C'est difficile. Vous savez, moi je veux ce qu'il y a de mieux pour mon fils. La garde partagée. Mais c'est de pire en pire. C'est un combat constant. Il a continué sur cette lancée toute la matinée. Mais Aramazd est toujours incapable de dire à la police où se trouve Picky. Vous étiez seul avec votre fils. Vous l'avez confié à quelqu'un d'autre? Non. Un détail de l'apparence physique d'Aramazd Senior interroge les enquêteurs.
j'ai remarqué qu'il avait des égratignures sur la paume des mains. Vous ne savez pas d'où vient toute cette terre. J'en sais rien du tout. Vous ne vous souvenez pas. Je me souviens de rien. Vous ne vous rappelez pas avoir creusé. Et c'est pas de la terre. Vous ne vous souvenez pas. Vous avez eu des problèmes de voiture? Non, C'est de la graisse? Ou vous ne savez pas? c'est pas de la graisse. Ça m'intéresse aussi de savoir si vous voulez en prélever un échantillon. Donc vous ne vous souvenez de rien. Je me souviens de rien. J'étais en train de... Vous ne vous rappelez pas que les pompiers sont venus vous chercher? Non. On a photographié ses mains et ses ongles étaient pleins de terre. Ces photos étaient très intéressantes en raison des éraflures sur la paume de ses mains et des cloques qu'elle présentait. Le contenu de la voiture d'Aramazd brosse un tableau inquiétant de la situation. Il y avait une échographie de Peaky accrochée sur le tableau de bord. Il y avait aussi un bidon d'essence plein. L'intérieur de la voiture avait été arrosé d'essence et un chiffon avait été enfoncé dans la trappe à carburant. On aurait dit que quelqu'un avait tenté de mettre le feu au véhicule. J'ai remarqué que la lampe LED était toujours allumée. Il y avait aussi un gobelet qu'on a récupéré comme preuve et une veste pleine de vomi. La police interroge de nouveau Aramazd afin d'établir une chronologie des événements depuis le moment où il a récupéré Peaky jusqu'au moment où il a été retrouvé gisant dans le parc d'Arroyo Seco 7 jours plus tard. On voulait obtenir une déclaration de sa part et le laisser s'enfoncer dans son histoire. Qu'avez-vous fait jeudi dernier? On est allé à Disneyland. J'ai chargé des enquêteurs de vérifier le déroulement des événements. Mais avant cela, on a décidé de le libérer de sa garde à vue. On n'était pas certain que l'enfant avait été mis en danger. Et il était plus utile pour nous de le laisser en liberté pour qu'il puisse nous aider à enquêter et à localiser l'enfant. Et on voulait garder un œil sur lui. La police traque les moindres faits et gestes d'Aramazd et commence à comparer son témoignage aux preuves vidéo qu'elle possède. Les enregistrements vidéo ont joué un rôle essentiel. Ils nous ont permis d'établir une chronologie. La première vidéo a été filmée par le téléphone portable d'Anna le samedi 15 avril 2017. 5 jours plus tard, Aramazd est filmé par la caméra de surveillance de son propre domicile. On a obtenu un mandat de perquisition pour fouiller le domicile d'Aramazd. Et on a récupéré une vidéo de lui en train de partir le jeudi après-midi, avant d'aller à Disneyland. On le voit sortir de chez lui et aller à sa voiture avec un grand sac de sport bleu et un gros bidon d'essence. Aucun de ces objets n'a été retrouvé à ce jour. On a effectué des prélèvements ADN dans les salles de bain. On n'a trouvé aucune trace d'un quelconque crime dans la maison. Mais on a récupéré un disque dur. On a découvert que la semaine où il gardait son fils, il avait rédigé un testament en ligne dans lequel il avait tout légué à sa mère et à sa sœur, dont 100 000 $ en espèces. Il n'avait rien laissé à son fils. Ça en disait long. Peaky et son père sont ensuite filmés à Disneyland. Ces images ont été filmées à l'entrée de Disneyland. On voit Aramazd passer les portiques avec Peaky dans les bras. Puis on a trouvé une autre vidéo sur laquelle on les voit quitter Disneyland vers 1 h du matin. Peaky et Aramazd ont ensuite été filmés dans une station-service à Monterey Park. Il est à peu près 2 h du matin, le vendredi. Six heures plus tard, Aramazd est filmé par une caméra à plus de 190 km de là, au lac Cachuma, un réservoir artificiel situé dans le comté de Santa Barbara. Il y a un guichet de paiement équipé d'une caméra à l'entrée du parking.
La vidéo nous a été très utile parce qu'elle nous a permis de constater que Picky n'était pas dans la voiture. Il y avait un siège auto à l'arrière. C'est là que Picky aurait normalement dû être assis, mais le siège était vide. Le fait que Picky ne soit pas dans le véhicule nous indiquait qu'il lui était arrivé quelque chose entre le moment où il avait quitté Disneyland avec son père et le moment où son père était arrivé au lac Cachuma. Aramazd Senior séjourne au lac Cachuma et se rend à plusieurs reprises à la supérette locale. Tout a été filmé. Sur cette première photo, on voit Aramazd arriver à la supérette. Il achète quelques articles, mais ce qui nous a inquiétés, c'est que Picky n'était pas avec lui. On le voit ressortir, toujours sans Picky. Puis il entre à nouveau dans le magasin, achète d'autres articles, et Picky n'est toujours pas là. La police vérifie chaque séquence vidéo pour la comparer au témoignage d'Aramazd. Les découvertes sont assez concluantes pour lancer une recherche. Des policiers à cheval, accompagnés de chiens renifleurs, passent au crible 77 km² autour du lac Cachuma. Des hélicoptères inspectent la zone depuis les airs. Des plongeurs fouillent le lac, mais aucune trace de Picky. Pendant ce temps-là, à 640 km de là, à Las Vegas, Aramazd Senior commence à attirer l'attention. Le père de Picky refusait de coopérer avec la police et de dire quoi que ce soit aux enquêteurs. La police a donc décidé de le surveiller de près et de s'associer à nous pour le mettre sur écoute téléphonique dans le but d'obtenir des informations. La surveillance rapprochée et les appels téléphoniques ont démontré que le père de Picky ne recherchait absolument pas son fils. Il n'essayait même pas d'avoir l'air inquiet pour le bien-être de son enfant. Ça contrastait complètement avec la mère de Picky, Anna, qui se battait corps et âme pour retrouver son fils en s'adressant aux médias et en sollicitant l'aide de tout le monde. Pendant les 2 mois de recherche, Aramazd ne nous a jamais appelés pour savoir comment se passait l'enquête. Il n'a jamais participé aux recherches. Il n'a jamais posé de questions. Il n'en a jamais parlé avec Anna. Des images de vidéosurveillance obtenues durant l'enquête montrent le comportement étrange d'Aramazd. Aramazd était à Las Vegas. Il allait de casino en casino, d'hôtel en hôtel, et prenait du bon temps. Il consommait beaucoup de stupéfiants. Il donnait rendez-vous à des femmes dans des hôtels. Il sautait en parachute. Bienvenue à Skydive. Vous vous sentez comment? Je me sens très bien. Vous devez vous trouver un peu bête aujourd'hui. Je sais pas. Je vais quand même vous pousser d'un avion. Avant de sauter de l'avion, il dit « Je t'aime, mon grand. C'est votre dernière chance de changer d'avis. Non, 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 non. Je t'aime, mon grand. » C'est comme ça qu'il appelait Picky. Prêt ou pas? Je suis prêt. On y va! C'est parti. Et il a sauté de l'avion. Il est parti s'amuser sans se soucier du reste. Son comportement est devenu de plus en plus contradictoire avec celui d'un père endeuillé. C'est presque comme s'il en profitait une dernière fois parce qu'il savait qu'à un moment donné, toute cette histoire allait le rattraper. Y a rien de mieux. La vache. C'est clair. Ce sera peut-être votre nouvelle passion. Totalement. Aller à Vegas, jouer au casino, sauter en parachute et avoir des comportements à haut risque, ce n'est pas une attitude normale quand son propre enfant vient de disparaître. C'est plutôt l'attitude de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. Au fil du temps, le comportement d'Aramazd devient de plus en plus étrange. Aramazd change d'apparence et commence à dire à ses amis
qu'il va peut-être quitter le pays et qu'il recherche un pays qu'il n'extrade pas. Ça a commencé à nous inquiéter, parce qu'on pensait qu'il allait s'enfuir et qu'on ne le reverrait plus jamais. La police ne peut risquer de laisser filer Aramazd. Il est arrêté pour meurtre sans cadavre et ramené dans le comté de Los Angeles. Les enquêteurs ne peuvent imaginer ce qu'il va se passer ensuite. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Et je vous demande pardon. J'ai fait assez de dégâts. Je l'ai regardé. J'ai enlevé la chaîne autour de mon cou. Celle de mon père avec la croix. Je lui ai mis autour du cou. J'ai mis la veste sur lui. Il s'est débattu. J'arrêtais pas de penser... S'il te plaît, ne te débats pas. Je lui ai dit, ne te débats pas, mon grand. Mais il continuait à lutter. C'était un petit garçon très courageux. J'ai dû couvrir son visage. Je voulais que ça s'arrête, qu'il arrête de me regarder. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai foutu? Puis il a dit qu'il avait emmené son fils sur un flanc de colline, qu'il avait glissé et qu'il était tombé. C'est pour ça qu'il avait les ongles pleins de terre. Puis il a dit qu'il avait assis son fils contre un arbre et qu'il ne l'avait pas enterré. Je suis remonté en voiture. J'étais complètement vide. Lui trouvait ça plus honorable d'avoir déposé son fils contre un arbre plutôt que de l'avoir enterré. Le fait qu'il donne autant de détails sur le déroulement de son crime montre, selon moi, qu'il a certainement eu ce qu'on appelle un souvenir flash. Il n'a sûrement pas arrêté de repenser à l'incident. Il en est traumatisé. Qu'il ait tout avoué par catharsis, pour se sentir mieux ou pour que la police ait toute l'histoire, c'est un événement qui a été très stressant et très difficile pour lui. Il est resté gravé dans sa mémoire et il essaie maintenant de se libérer d'un poids. Le 30 juin 2017, 71 jours après la disparition de Piqui, la police retrouve enfin son corps. Grâce à la description que le père de Piqui avait fournie, la police a réussi à localiser et à retrouver le corps de l'enfant non loin du parking. Il était appuyé contre un arbre, comme l'avait dit son père, et il portait le pyjama que son père avait décrit lors de ses aveux. On voulait apporter à cet enfant la dignité que son père lui avait ôtée. On l'a installé dans un hélicoptère avec l'un de nos enquêteurs et on l'a ramené à Los Angeles. Aramazd Andressian Senior est accusé d'assassinat. Il commence par clamer son innocence, puis il change d'avis et décide de plaider coupable le 1er août 2017. À présent, mon client décide de plaider coupable. Si un jour vous êtes libéré de prison, vous serez en liberté conditionnelle pour le reste de votre vie. Avez-vous bien compris ce que je viens de vous expliquer? Oui. Il a plaidé coupable parce qu'il n'avait pas envie de subir une procédure judiciaire qui montrerait à quel point c'était quelqu'un de mauvais. Il a laissé croire qu'il plaidait coupable pour aider Anna et pour aider le reste de la famille. Mais, vu son comportement narcissique, il était simplement conscient que tous ses excès après le meurtre de son fils, le voyage à Vegas, les fêtes, la drogue et les femmes, allaient être divulgués au tribunal. Et il n'en avait absolument pas envie. Confirmez-vous que vous plaidez coupable librement et volontairement? Oui. J'accepte votre demande et je vous déclare coupable. Les enquêteurs pensent que l'objectif d'Aramazd était de faire du mal à son ex-femme et qu'il a assassiné leur enfant dans un acte d'ultime vengeance.
C'est très intéressant qu'il ait emmené Peaky à Disneyland. Ça va à l'encontre de l'idée qu'il déshumanise son enfant. On a l'impression qu'il a essayé de lui offrir la meilleure fin de vie possible. Si tel est le cas, il le voyait donc bien comme l'enfant qu'il était. Et pourtant, il a quand même pris la décision de lui ôter la vie. Il y a donc une contradiction entre le fait de vouloir que son enfant soit heureux et ait une vie épanouie, et le fait de lui ôter la vie. D'une certaine manière, Disneyland est un peu le Vegas des enfants. Et c'est peut-être cette insouciance, cet amusement et cette euphorie qu'il voulait offrir à son enfant avant sa mort, mais peut-être aussi se l'offrir à lui-même. Je pense qu'il l'a fait pour faire du mal à Anna. Et il savait que le seul moyen de lui faire du mal, c'était de lui enlever ce qu'elle avait de plus cher au monde. Peaky. C'était la dernière fois qu'elle le verrait. C'était la dernière fois qu'elle le toucherait. Peaky était tout pour elle. C'est toujours le cas. Et il le savait. Et la pire des douleurs qu'il pouvait lui infliger, c'était de tuer leur enfant. Malgré l'issue du procès, de nombreuses questions restent en suspens quant au comportement d'Aramazd. A-t-il voulu mettre le feu à la voiture en mettant le feu au chiffon qui dépassait de la trappe à carburant? A-t-il voulu se suicider, étant donné que toute la voiture était aspergée d'essence? Sans les caméras, Aramazd n'aurait peut-être jamais été accusé du meurtre de Peaky. Les caméras sont l'un des dispositifs les plus importants qui existent pour un enquêteur de la brigade criminelle. Ils ont établi la chronologie des événements à partir du moment où Peaky a été vu vivant pour la dernière fois vers 1 h du matin à Disneyland. Plus tard ce matin-là, vers 8-9 heures, Peaky n'était plus dans la voiture avec son père. Donc on a su sur quelle tranche horaire Peaky avait été tué, et plus ou moins à l'endroit où le crime avait été commis. Aramazd Andressian a été pris sur le fait. Il a été condamné à un minimum de 25 ans de prison. C'est marquant. La mort et l'assassinat d'un enfant de la main de ses propres parents, c'est quelque chose qu'on n'oublie jamais. Et je ne cesse d'être stupéfié par ce que des parents peuvent faire subir à leurs enfants. J'ai traité plus de 350 affaires d'homicide. Et c'est le seul enterrement auquel j'ai assisté. C'était très triste. Je ne l'oublierai jamais. Les caméras de surveillance ont joué un rôle crucial dans la résolution de l'affaire Peaky-Andressian. Partout dans le monde, la vidéosurveillance est devenue presque omniprésente. Aujourd'hui, la valeur de l'industrie mondiale de la sécurité domestique et en particulier des visiophones est estimée à 1 milliard de dollars. Au Royaume-Uni, la pandémie de Covid et la hausse des livraisons à domicile ont créé une forte demande de visiophones. Les visiophones servent à assurer la sécurité des habitations. Ils permettent aux propriétaires de voir qui s'approche, à l'avant ou à l'arrière de leur maison. Ils peuvent voir quand quelqu'un leur livre un colis, par exemple. Les enregistrements sont également devenus une source inestimable de preuves pour la police. Et ça a notamment été le cas dans l'affaire du meurtre de Stephen et Jennifer Chappell. Les enquêteurs vont chercher activement à savoir s'il y a des visiophones dans la zone qui aurait pu filmer l'incident et les mouvements des délinquants. Dans le sud-ouest de l'Angleterre, dans le comté de Somerset, se trouve le petit village de Norton Fitzwarren. Il compte un peu plus de 3000 habitants, dont les époux Stephen et Jennifer Chappell. Jennifer et Stephen vivaient dans un petit lotissement où tout le monde se connaissait. Jennifer Chappell travaillait au café d'une jardinerie et son mari Stephen était enseignant.
Ils étaient très amoureux et ils avaient 2 jeunes enfants. C'étaient des gens sympathiques, avenants et appréciés de presque tout le monde. Stephen et Jennifer vivent juste à côté de Colin et Kayleigh Reeves. Les Reeves et les Chappell étaient amis. Pendant le confinement, ils s'envoyaient des messages pour prendre des nouvelles et s'assurer que tout le monde allait bien. Je crois que Madame Chappell et Madame Reeves partageaient les trajets scolaires parce qu'elles avaient des enfants du même âge. Puis, tout a changé. Des tensions apparaissent entre les 2 familles, à propos des places de parking situées juste devant leur maison. Ce petit tracas devient alors une obsession quotidienne. Madame Chappell avait acheté une 2e voiture qu'elle garait sur la route au bout de la place de parking des Reeves. Ça ne bloquait pas vraiment la place de parking des Reeves, mais Colin Reeves avait plus de mal à entrer et sortir de sa place en marche arrière. Colin Reeves part s'expliquer avec Jennifer. Leur échange est filmé par le visiophone. Tu vas bien? Ça va. On peut pas faire marche arrière quand tu te gares ici. Amy Polito est analyste vidéo et témoin expert en affaires criminelles au Royaume-Uni. L'audio de cette séquence est particulièrement important. La caméra est équipée d'un micro qui s'allume et s'éteint en fonction du volume de la conversation. On peut pas faire marche arrière quand tu te gares ici. Et je me gare où? T'aurais dû y penser avant. Vous avez qu'une place de parking. Je peux pas me mettre là. Quand Colin est proche de la caméra, on entend clairement ce qu'il dit à Jennifer. La voiture que l'on voit ici appartient à Jennifer. C'est le véhicule qui le dérange. Je peux pas me mettre là. La route n'est pas qu'à vous, Colin. Eh bien, regarde. On doit contourner ta voiture. Mais la situation s'aggrave. Stephen Chappell, le mari de Jennifer, a accidentellement heurté la voiture de Colin Reeves en sortant de sa place de parking. Leur relation a changé après ça. Ils n'étaient plus aussi proches. Leur rapport continue de se dégrader à cause de conflits au sujet des chats des Chappell et d'autres désaccords mineurs. Colin Reeves et Madame Chappell ont eu des échanges assez houleux et grossiers. Va te faire voir, espèce de garce. C'est elle qui a commencé, c'est n'importe quoi. On voit Jennifer à l'image et on sait, grâce aux enregistrements précédents, qu'elle s'adresse à Colin. C'est quoi, tu te fous de moi? Sale garce, tu me dégoûtes. Ces enregistrements sont essentiels pour la police, parce qu'ils prouvent que leur relation s'est rapidement détériorée et que Colin pourrait commencer à penser à des choses bien plus violentes et sinistres. On peut tous être concernés par un conflit de voisinage, que ce soit à cause du bruit, de quelqu'un qui prend votre place de parking ou d'une personne qui jardine trop souvent. Ça envahit votre espace et ça impacte parfois votre santé mentale. Et je pense que l'accumulation constante de petits détails, même insignifiants, ça remue le couteau dans la plaie et à un moment donné, on peut avoir l'impression que le seul moyen d'y faire face est de prendre des mesures drastiques. Les tensions dépassent leur seuil de porte. Colin Reeves est allé à la jardinerie où travaillait Madame Chappell. Selon elle, il la regardait fixement. Apparemment, il y serait allé 2 fois. Jennifer Chappell s'est sentie menacée par sa présence et a eu l'impression qu'il était venu pour lui faire peur ou pour la mettre mal à l'aise. Colin Reeves est un vétéran de l'armée. Il faisait partie du corps des Royal Engineers. En 2008, il est allé en Afghanistan. Il était affecté au camp Bastion dans le cadre de son rôle au sein des Royal Engineers et aussi sur le camp des prisonniers de guerre. Après son retour de mission, Colin reste marqué par son expérience de la guerre. Elle affecte son travail et son couple. Il n'était plus le même.
Il avait complètement changé. Il était renfermé sur lui-même. Sa relation avec Kayleigh a commencé à se dégrader. Il s'est mis à boire et quand il était ivre, il se montrait violent envers sa femme, Kayleigh. Suite à ses expériences à l'armée, Colin développe une peur des caméras de surveillance, ce qui a des répercussions sur son emploi civil de chauffeur routier. Il avait l'impression d'être constamment observé à cause des caméras dans son camion et il est devenu de plus en plus déprimé et renfermé. Le 21 novembre 2020, Colin se rend à Taunton avec sa mère et ses enfants pour assister à l'allumage des illuminations de Noël. Là-bas, ils étaient entourés par la foule. Sa mère voyait qu'il se sentait très mal à l'aise dans un endroit aussi bondé juste après le confinement. Colin a également vu le mémorial de la guerre mondiale à Taunton et il a dit que ça lui rappelait le jour du souvenir, qui restait un moment difficile pour lui. En rentrant chez lui, Colin met les enfants au lit. Alors qu'il venait de vivre une journée difficile, sa femme, Kayleigh, demande une séparation temporaire. Après ça, Colin dit s'être assis dans les escaliers et s'être mis à pleurer. À peine 40 minutes plus tard, un homme est filmé par la caméra extérieure de Stephen et Jennifer Chappell. On voit un individu accroupi. Le suspect fait tout son possible pour ne pas être détecté par la lumière. À ce stade, comme la scène est filmée en infrarouge, et à cause de l'angle de vue, on ne peut pas identifier l'individu. En revanche, on aperçoit des taches noires sur son avant-bras, qui pourraient indiquer un tatouage. On voit une forme linéaire qui part de sa main. Ça pourrait être une arme. Ce petit détail présent à l'image est sur le point de prendre une importance considérable. L'un des voisins des Chappell regardait la télé avec sa compagne quand il a entendu des cris provenir de chez eux. Il a entendu un homme crier « Meurs, meurs !» On voit un chat s'enfuir de la propriété. Il a visiblement été effrayé par quelque chose à l'intérieur de la maison. Une silhouette similaire quitte la propriété avec une attitude complètement différente. Le suspect n'est plus accroupi en train d'essayer de se faufiler. Ça pourrait indiquer qu'il n'a plus peur que quelqu'un l'entende ou le voie. Quelques instants plus tard, Police Secours reçoit un appel. Il appelle la police. Police Secours, que puis-je faire pour vous? Il leur a téléphoné. J'ai poignardé ma voisine et son mari. Est-ce que vous êtes en sécurité actuellement? Oui. Vous êtes blessé? Vous avez été poignardé? Non, pas moi. Les voisins. Qui a poignardé les voisins? Moi. Vous? Oui. D'accord. Quel est votre nom? Colin Reeves. D'accord, Colin. Racontez-moi ce qui s'est passé. Respirez un grand coup. L'interlocuteur avoue sa culpabilité. Les appels au secours sont des preuves très importantes. Le standardiste ne se contente pas d'apporter son soutien et son aide. Il recueille également des informations sur ce qu'il s'est passé. Et tout est enregistré. J'ai fait le tour. Oui? Avec un couteau. D'accord. Et je les ai tous les deux poignardés. Combien de fois? Je sais pas, peut-être 2 fois chacun. 2 ou 3 fois chacun, peut-être. Ok. Ils sont encore conscients? Ils respirent? Je crois pas, non. D'accord. Colin avait les idées plutôt claires pour un homme qui venait de poignarder ses voisins. Il a pu répondre à toutes les questions posées par la standardiste. Vous avez utilisé quel type de couteau? Un poignard. Ok. C'est la police. Qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il fait ça? La voix de femme que l'on entend derrière est celle de son épouse. Bien, restez en ligne avec moi, d'accord? On va envoyer de l'aide. Donc vous les avez poignardés plusieurs fois? Oui. Vous avez bien fait de nous appeler.
Les voisins des Chappelle sont les premiers à arriver sur les lieux. Après avoir entendu des cris provenant de chez Monsieur et Madame Chappelle, les voisins sont entrés chez eux et les ont retrouvés gisant sur le sol dans une mare de sang. Ils ont vérifié leur pouls, mais ils étaient morts. Les 2 jeunes enfants de Stephen et Jennifer dorment à l'étage. La police arrive sur les lieux, prête à arrêter Colin. Le père de Colin, Brian, est sorti de la maison et la police a cru que c'était Colin Reeves, l'homme qu'ils étaient censés arrêter. Les mains en l'air. C'est pas moi, c'est lui. Vous, Rentre à la maison. les mains en l'air. Allez, ne bougez pas, ne bougez pas. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur 2 personnes à l'adresse voisine. C'est compris? Grâce à la caméra mobile de ce policier, on a un aperçu de l'accusé. On voit ses tatouages et les mêmes vêtements. Allons-y, monsieur, par ici. Colin a déjà avoué le double meurtre. Mais lors de son interrogatoire avec la police, il prétend qu'il était en mission pour l'armée. Je comprends pas pourquoi je suis là. Je fais juste mon travail. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi je suis là. J'étais en mission. Lors d'un autre interrogatoire, Colin refuse de répondre aux questions. Vous avez tué Jennifer et Stephen? Sans commentaire. Dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans leur mort? Sans commentaire. Durant son procès, Colin plaide coupable d'homicide involontaire avec circonstances atténuantes. La défense fait valoir le fait que la lumière de sécurité dans le jardin a réveillé son syndrome de stress post-traumatique, ce qui l'a conduit à tuer Stephen et Jennifer Chappelle. On voit clairement ses mauvaises intentions et possiblement une arme dans sa main. On devine son intention de commettre un crime ou de provoquer des blessures graves. Les lumières, dont les lumières blanches, peuvent déclencher des flashbacks qui sont l'un des principaux symptômes du stress post-traumatique. Donc cet argument est acceptable. Mais dire que c'est ce qui l'a poussé à tuer ses voisins, c'est absurde. Le fait de souffrir de stress post-traumatique n'est pas une excuse pour tuer. Ce syndrome ne pousse pas ceux qui en sont atteints à faire du mal aux gens. Donc, qu'il ait eu ou non un flashback déclenché par la lumière, je n'en sais rien. Ce n'est pas une excuse pour aller tuer des gens. Les détails de ce qu'il s'est passé la nuit du 21 novembre sont révélés devant le tribunal. Colin Reeves est allé voir sa plaque militaire accrochée au mur. C'est une décoration encadrée qu'il avait reçue avant de quitter l'armée. Elle contient une arme de cérémonie traditionnellement donnée aux soldats lorsqu'ils sont démobilisés. Quand Colin Reeves est entré dans le salon des Chappelle, il est tombé nez à nez avec Stephen Chappelle. Il l'a poignardé au moins 6 fois. Certaines blessures faisaient jusqu'à 21 cm de profondeur. Stephen Chappelle a alors fait quelques pas en avant et est tombé près de la porte. Colin Reeves s'est ensuite dirigé vers le canapé où Jennifer Chappelle était assise et il l'a aussi poignardée à 6 reprises avant qu'elle ne s'effondre sur le sol, inanimée. Colin Reeves avait dit à Police Secours qu'il avait poignardé Monsieur et Madame Chappelle 2 fois chacun, alors qu'en fait, c'était une agression acharnée et sanglante. Le jury déclare Colin Reeves coupable de meurtre. Il est condamné à la prison, assorti d'une période de sûreté de 38 ans. Dans une étude sur les soldats britanniques, les chercheurs ont constaté que les soldats, en particulier ceux qui reviennent d'un service actif, ceux qui ont combattu, sont 3 fois plus susceptibles d'être condamnés pour des crimes violents. Si on regarde les chiffres, un soldat sur 5, soit 20% des soldats de moins de 30 ans qui reviennent, sont condamnés pour crimes violents. C'est énorme. Si les chiffres sont si élevés, c'est en partie parce que la formation militaire enseigne que la violence permet de résoudre les conflits.
Deuxièmement, l'agressivité est souvent valorisée. Elle est considérée comme quelque chose de positif. C'est bien vu d'être agressif et de tenir bon. Je ne suis absolument pas en train de dire que tous ceux qui partent au combat ou qui font partie de l'armée et qui en reviennent sont un danger pour la société. On ne doit pas faire d'amalgame, car ça peut être très stigmatisant. Mais on devrait veiller à ce que ces personnes soient correctement soutenues lors de cette transition, afin d'éviter ce genre de situation. Je trouve le meurtre de Stephen et Jennifer Chappell assez déconcertant. Parce que Colin Reeves ne souffrait probablement que de dépression et d'anxiété, comme beaucoup de gens. Mais ça, allié au conflit au sujet du parking, l'a poussé à craquer. Ce qu'il a fait n'a aucun sens. Aujourd'hui, ses enfants n'ont plus de père parce qu'il est en prison, et les enfants des Chappell sont orphelins.